Pendant 9 ans, ma femme et moi avons tout essayé pour avoir un enfant, mais en vain. Puis, elle a eu des jumeaux avec mon propre frère. J'ai signé les papiers du divorce en silence. Quand elle est arrivée chez ses parents, son père a blêmi, « Attends. Il ne te l'a pas dit ?» Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. 9 ans. 9 ans à essayer d'avoir un enfant avec ma femme. 9 ans de traitement, de tests, d'économies entières englouties dans des cliniques. Et quand elle est finalement tombée enceinte de jumeaux, j'ai découvert que les bébés n'étaient pas de moi. C'étaient ceux de mon propre frère. J'ai signé les papiers du divorce en silence. Sans crier, sans me battre pour quoi que ce soit. Elle est partie triomphalement chez ses parents, avec l'échographie à la main, persuadée d'avoir gagné. Mais lorsqu'elle a franchi cette porte, son père a blêmi. Il l'a regardée comme s'il avait vu un fantôme, et a prononcé 5 mots, qui ont complètement détruit son mensonge, « Attends. Il ne te l'a pas dit ?» Parce que ce que ma femme ignorait. Ce que même elle n'aurait pu imaginer. C'était un secret que son propre père gardait depuis près de 20 ans. Un secret, qui rendait l'histoire qu'elle avait racontée à tout le monde, absolument impossible. Je m'appelle Éliseo. J'ai 44 ans. Et voici l'histoire de la façon dont la femme qui m'a traité de demi-homme, a fini piégée dans son propre mensonge, de la manière la plus humiliante possible. Pour que vous compreniez l'ampleur de ce qui s'est passé, je dois vous ramener au début. Non pas au jour où j'ai découvert la trahison. Mais bien plus tôt. Quand je croyais encore avoir un mariage. J'ai rencontré Nathalie quand j'avais 33 ans. Je travaillais comme superviseur de l'entretien dans une usine de transformation des aliments. Un emploi stable, qu'il m'avait fallu des années pour obtenir. Elle travaillait dans une pharmacie près de l'usine, et j'ai commencé à m'inventer des maux de tête, juste pour avoir une excuse pour aller la voir. La 3e fois que j'y suis allé, elle m'a regardé avec un sourire en coin et m'a dit, « Monsieur, soit vous avez une tumeur, soit je vous plais. Et je ne vends de remède pour aucune de ces deux choses. » J'ai tellement ri que mes pièces sont tombées par terre. Nathalie était comme ça au début, vive, charmante, avec cette façon de vous regarder qui vous faisait sentir comme le seul homme sur terre. 6 mois plus tard, nous sortions ensemble. 1 an et demi plus tard, nous étions mariés femmes. J'avais 35 ans quand nous nous sommes mariés. Et je me souviens avoir pensé à l'hôtel, que la vie me récompensait enfin, pour tout ce qu'elle m'avait pris auparavant. Car ma vie n'avait pas été facile. Mon père est mort quand j'avais 19 ans. Et depuis ce jour, j'avais dû être l'homme de la maison. Ma mère lavait le linge des autres, et j'acceptais n'importe quel travail qui se présentait, pour que mes jeunes frères puissent finir leurs études. Ulysse avait 7 ans de moins que moi. Je lui ai acheté sa première bicyclette. J'ai payé son premier uniforme. Je l'ai défendu contre les garçons qui le harcelaient à l'école. Quand ma mère est morte, quelques années avant mon mariage, je lui ai fait une promesse sur sa tombe, je prendrai soin d'Ulysse, maman. Toujours. Et j'ai tenu cette promesse. Dieu sait que je l'ai tenue, jusqu'à la fin. Ce fut peut-être ma plus grande erreur. Les 2 premières années de mariage avec Nathalie ont été belles. Nous vivions dans une maison modeste, que j'avais achetée avec beaucoup d'efforts. Elle a quitté la pharmacie, parce qu'elle disait vouloir se préparer à devenir mère. Je veux me consacrer entièrement à nos enfants, Éliseo, disait-elle en caressant son ventre vide, comme si quelqu'un était déjà là. Et moi, qui avais toujours rêvé d'une maison pleine du bruit des enfants, je faisais des heures supplémentaires sans me plaindre. Nous faisions des plans dans le lit, la lumière éteinte. Elle voulait une fille en premier. Je voulais un garçon, pour lui apprendre à pêcher, comme mon père me l'avait appris. Nous nous disputions joyeusement sur les prénoms, sur qui ils allaient ressembler, sur quelle chambre serait la leur. Mais les mois ont passé, et rien. Au début, nous n'étions pas inquiets. C'est normal. Ça prend du temps, disait tout le monde. Après la première année, Nathalie a commencé à pleurer chaque fois qu'elle avait ses règles. Je la tenais dans mes bras dans la salle de bain, me sentant inutile, ne sachant que dire. La 2e année, nous sommes allés voir le médecin. Et c'est là qu'a commencé le calvaire qui a consumé toute notre vie. Des tests, des hormones, des prises de température. Des calendriers collés sur le réfrigérateur, marquant les jours fertiles d'un cercle rouge. L'intimité a cessé d'être une affaire d'amour, pour devenir une tâche planifiée. Nous avons tout fait.
Des traitements qui coûtaient 4 000 €, puis d'autres à 7 000 €. Une fécondation in vitro qui nous a coûté 12 000 € et qui a échoué. J'ai vendu mon camion pour payer la deuxième, encore 12 000 €, et elle a aussi échoué. Au total, au fil des ans, nous avons dépensé plus de 40 000 €. Toutes nos économies, tout ce que j'avais construit depuis mes 19 ans, se sont transformés en dossiers de résultats médicaux, gardés dans un tiroir que Nathalie fermait à clé. Et voici la partie qui m'a fait le plus mal. Bien qu'à l'époque, je n'ai pas compris pourquoi. Les médecins nous ont examinés tous les deux. Mes résultats étaient dans les paramètres normaux, avec de légères observations qui, selon le médecin, n'expliquaient pas la situation à elles seules. Les siens aussi. Infertilité inexpliquée, disait le papier. Mais Nathalie a trouvé une arme parfaite, dans ce diagnostic ambigu. Devant sa famille, devant ses amis, devant quiconque voulait bien l'entendre, la version était toujours la même, c'était moi, le problème. Tu sais comment c'est, disait-elle à sa mère au téléphone, faisant semblant de ne pas savoir que j'écoutais depuis la cuisine. Moi, je suis parfaite. Les médecins me l'ont dit. Mais bon, on se marie pour le meilleur et pour le pire, n'est-ce pas? Et elle soupirait. Ce soupir me transperçait la poitrine, comme un clou rouillé. Parce que j'étais là, debout avec 2 tasses de café à la main, écoutant ma femme planter l'idée dans toute sa famille, que j'étais moins qu'un homme. Je ne l'ai jamais confrontée. Vous savez pourquoi? Parce qu'une partie de moi, la croyait. Quand on échoue pendant des années à obtenir la seule chose que l'on désire vraiment, la culpabilité s'insinue dans les os. On n'a plus besoin de personne pour nous accuser. On se condamne soi-même. Lors des réunions de famille, son père, don Geronimo, était le seul qui me traitait avec respect. Un homme sérieux, taiseux, qui avait travaillé toute sa vie comme chauffeur de camion. Parfois, il me regardait d'une drôle de façon. Comme s'il voulait me dire quelque chose, puis changeait d'avis. Je pensais que c'était de la pitié. Comme j'avais tort. Ce que don Geronimo retenait, ce n'était pas de la pitié. C'était un secret. Un secret qui concernait ma propre famille, et que moi-même j'ignorais. Pendant ce temps, il y avait quelqu'un qui n'était jamais absent de notre maison, mon frère, Ulysse. Il venait 2, 3 fois par semaine. Juste pour voir comment vous allez, disait-il. Il s'asseyait à ma table, mangeait ma nourriture. Et quand Nathalie pleurait à cause d'un énième traitement raté, il était le premier à la consoler. Belle-sœur, ne pleure pas. Tout arrive en son temps. Je le voyais la serrer dans ses bras, et je me sentais fier. Fier, messieurs. Je pensais, quelle bénédiction, d'avoir un frère comme ça, qui aime tant ma femme. 9 ans. 9 ans. Il m'a fallu tout ce temps, pour comprendre ce qui se passait réellement, à l'intérieur de ma propre maison. Et quand je l'ai compris, il était déjà trop tard pour tout le monde. Sauf pour don Geronimo, qui attendait depuis 20 ans, sans le savoir, le moment exact pour prononcer ces 5 mots. La 9e année de notre mariage a commencé, avec une Nathalie différente. Et moi, aveugle comme je l'étais, j'ai confondu les symptômes de la trahison, avec des signes d'espoir. D'abord, ce sont les petits détails. Elle a acheté de nouveaux vêtements, alors qu'elle disait depuis des années que ça ne valait pas la peine de dépenser pour elle-même. Elle a commencé à se faire coiffer dans un salon cher. A porter un parfum que je ne lui avais pas offert. Un jour, je suis rentré du travail, et je l'ai trouvée en train de chanter dans la cuisine. Chanter. Nathalie n'avait pas chanté depuis le 2e traitement raté. Tu as l'air heureuse, lui ai-je dit, en la serrant par derrière. Elle s'est tendue pendant une seconde. Juste une seconde. Puis, elle s'est retournée avec ce sourire que je connaissais si bien, et a dit, c'est parce que j'ai un bon pressentiment cette année, Éliseo. Je sens que Dieu va enfin nous écouter. Et je l'ai cru. Je l'ai cru, parce que je priais depuis 9 ans pour entendre exactement ça. Quand un homme est désespéré d'apprendre une bonne nouvelle, il est capable de gober n'importe quel mensonge, s'il est emballé dans le papier de cette nouvelle. Le téléphone a été le 2e signe. Avant, elle le laissait traîner n'importe où dans la maison. Maintenant, elle l'emmenait même aux toilettes. Elle a mis un nouveau mot de passe. Elle le posait face vers le bas sur la table, quand nous mangions. Un soir, il a vibré pendant qu'elle se douchait, et un nom est apparu sur l'écran, Pharmacie Rosario. Cela m'a semblé étrange.
Nathalie n'avait pas parlé à ses anciens collègues de la pharmacie depuis des années. Quand elle est sortie de la salle de bain, je lui en ai fait la remarque. Rosario de la pharmacie t'a appelé. Le sang a déserté son visage. Ce ne fut qu'un instant, un battement de cils. Mais je l'ai vu. Elle a attrapé le téléphone, a regardé l'écran, et a lâché un rire, qui a sonné comme un ver fêlé. Oh, oui, Rosario. Elle organise des retrouvailles entre anciens employés. D'un ennui, non. Cette nuit-là, elle s'est enfermée dans la salle de bain avec le téléphone, pendant 40 minutes. Je pouvais l'entendre chuchoter à travers la porte. Et moi, allongé dans le lit, je me répétais comme un idiot, elle organise les retrouvailles. C'est ça. Elle organise les retrouvailles. Le troisième signe, ce fut Ulysse. Mon frère, qui avait toujours été affectueux avec nous, a commencé à agir bizarrement avec moi. Il fuyait mon regard. Si je racontais une histoire au dîner, il riait en retard, comme si son esprit était ailleurs. Et pourtant, il continuait de venir à la maison, de plus en plus souvent. Parfois, je rentrais du travail, et sa voiture était déjà garée dehors. Je suis venu aider Nathalie avec les cartons dans le garage, disait-il. Ou bien, je suis venu vérifier la fuite de l'évier. Il y avait toujours une excuse. Et toutes les excuses avaient un point commun, elles se produisaient quand je n'étais pas là. Un samedi, mon voisin Donaldo, un homme âgé qui passait ses après-midi à arroser son jardin, m'a arrêté pendant que je sortais les poubelles. Il a regardé autour de lui, a baissé la voix, et a dit, « Eliseo, pardonne-moi de me mêler de ceux qui ne me regardent pas. Mais ton frère vient souvent ici, non? En semaine, je veux dire. Le matin. Oui, Donaldo. Il m'aide pour des choses dans la maison, ai-je répondu. Le vieil homme m'a dévisagé un long moment. Puis, il a hoché la tête lentement, comme quelqu'un qui décide de ne pas traverser un pont pourri, et a dit, c'est bien d'avoir des frères comme ça. Et il est rentré chez lui. Je suis resté là sur le trottoir, avec mon sac poubelle à la main, ressentant quelque chose de froid dans l'estomac que je ne pouvais pas nommer. Le corps c'est toujours, avant la tête. Le problème, c'est que c'est la tête qui commande. Et la mienne refusait de regarder là où mon estomac pointait. Savez-vous quelle est la partie la plus cruelle de tout ça? C'est qu'au milieu de tous ces signes, Nathalie m'a proposé d'essayer un tout dernier traitement. Nous dînions. Elle a servi le café, et m'a dit, les yeux brillants, Eliseo, je veux qu'on essaie encore une fois. Une dernière fois. J'ai la foi. Je n'avais plus d'argent. Les économies étaient épuisées depuis longtemps. Mais j'ai contracté un prêt à l'usine. 6 000 €, qui serait déduit de mon salaire pendant 3 ans. Et je lui ai tout donné. Elle a pleuré, m'a serré dans ses bras, m'a dit que j'étais le meilleur homme du monde. Aujourd'hui, quand je me rappelle cette scène, mes mains tremblent. Parce que cet argent n'est jamais parvenu à aucune clinique. Et ces larmes n'étaient pas de la gratitude. C'était de la culpabilité, ou pire encore, du pur théâtre. 2 mois plus tard, est arrivée l'annonce. C'était un dimanche. Nathalie a préparé mon repas préféré. Elle a mis une nouvelle nappe, allumé des bougies. Quand nous avons fini de manger, elle s'est levée, est allée dans la chambre, et est revenue avec une petite boîte, enveloppée dans du papier bleu clair. Elle l'a posée devant moi avec des mains tremblantes. Ouvre-la. À l'intérieur, il y avait un test de grossesse positif, et la photo d'une échographie. Et dans le coin de la photo, écrit de la main du médecin, il y avait quelque chose qui m'a fait lâcher le papier comme s'il me brûlait, grossesse gémellaire. 2 sacs gestationnels. Des jumeaux. Après 9 ans, des jumeaux. Je me suis levé de cette chaise, et j'ai pleuré, comme je n'avais pas pleuré depuis la mort de ma mère. Je me suis agenouillé, j'ai embrassé son ventre. J'ai demandé pardon à Dieu, pour toutes les fois où j'avais douté de lui. Elle a caressé ma tête, et n'arrêtait pas de répéter, tu vois, mon amour, tu vois. L'attente en valait la peine. J'ai appelé la moitié de la terre cette nuit-là. La première personne que j'ai appelée, c'est Ulysse. Frérot, tu vas être oncle de jumeaux. Il y a eu un silence sur la ligne. Un long et lourd silence, qu'à ce moment-là, j'ai interprété comme de l'émotion. Puis, sa voix est venue, étrangement, quoi? Quelle joie, Eliseo. Félicitations. Vraiment. Et il a raccroché rapidement,
prétextant qu'il conduisait. Je suis resté là à regarder le téléphone, pensant qu'il était tellement ému, qu'il ne pouvait même pas parler. Messieurs, je jure que j'étais aveugle à ce point. J'annonçais à mon propre frère que son amante était enceinte de ses enfants. Et je le remerciais encore pour son émotion. Les semaines qui ont suivi ont été les plus heureuses de ma vie. J'ai acheté un berceau. J'ai commencé à peindre la chambre des bébés le week-end. Je faisais des heures supplémentaires en chantant. Les gens à l'usine me disaient, « Éliseo, tu ne marches même plus de la même façon. » Et c'était vrai. Un homme qui attend des jumeaux, après 9 ans passés dans le désert, il ne marche pas, il flotte. Mais il y avait une personne qui ne flottait pas, Don Geronimo, mon beau-père. Quand nous lui avons annoncé la nouvelle chez lui, tout le monde a crié, a applaudi. Ma belle-mère a pleuré en serrant Nathalie. Tout le monde. Sauf lui. Don Geronimo est resté assis dans son fauteuil, regardant sa fille avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer à l'époque. Ce n'était pas de la joie. Ce n'était pas de la surprise. C'était autre chose. Quelque chose comme de la peur. Quand je me suis approché pour le serrer dans mes bras, il a pressé mon épaule plus fort que d'habitude, et m'a dit à voix basse, presque à l'oreille, « Éliseo, est-ce que vous avez fait tous les tests ?» « Tous, Don Geronimo. » « 9 ans de tests, ai-je répondu en riant. Il a hoché la tête lentement, sans lâcher mon épaule. Et pendant une seconde, on aurait dit qu'il allait ajouter quelque chose. Il a ouvert la bouche, l'a refermée. A regardé sa fille à l'autre bout de la pièce, qui célébrait au milieu des embrassades. Et le regard qu'il lui a jeté, n'était pas celui d'un père fier. C'était celui d'un homme qui voit un accident arriver, et qui ne sait pas s'il doit crier ou se taire. Cette nuit-là, en rentrant en voiture, j'ai fait la remarque à Nathalie. Ton père agissait bizarrement, tu ne trouves pas? Un peu sérieux. Elle a regardé par la fenêtre, et a répondu rapidement. Trop rapidement. C'est juste comme ça qu'il est. Tu le connais. Il garde tout pour lui. Et elle a monté le volume de la radio. J'ai continué à conduire calmement, la main posée sur son ventre. Sans savoir que je venais d'assister à la première fissure dans le mensonge. Parce que Don Geronimo était sérieux. Don Geronimo faisait le calcul. Et le calcul dans sa tête, ne collait pas du tout. La grossesse de Nathalie avançait. Et avec chaque semaine qui passait, la maison se remplissait d'affaires de bébés. Et de silences que je ne pouvais pas interpréter. Parce que oui, il y avait des silences. Nathalie était heureuse, ça se voyait. Mais c'était un bonheur étrange, nerveux. Comme quelqu'un qui fait la fête dans la maison d'un étranger, et qui a peur de casser quelque chose. Quand je parlais à son ventre la nuit, elle se raidissait. Quand je suggérais des prénoms, elle les rejetait tous sans discussion. Et quand je lui ai dit que je voulais être présent à tous les rendez-vous médicaux, elle a trouvé le moyen de modifier les horaires. Toujours aux heures exactes où je ne pouvais pas quitter l'usine. Ne t'inquiète pas, mon amour, c'est juste une formalité. Je te préviendrai s'il y a quoi que ce soit d'important, disait-elle. Et moi, qui payais un prêt sur 3 ans pour la voir enceinte, je me contentais des photos d'échographie qu'elle m'envoyait sur mon téléphone. Des photos qui, je le sais maintenant, arrivaient recadrées. Sans l'entête, sans le nom de la clinique, sans aucune donnée que je pourrais vérifier. Mon frère, Ulysse, pendant ce temps, était devenu un fantôme. L'homme qui venait 3 fois par semaine, ne se montrait plus jamais. Il ne répondait pas à mes appels. Et quand il le faisait, il était pressé. Je suis très occupé, Éliseo, je t'appelle plus tard. Un jour, je l'ai invité à déjeuner pour lui demander d'être le parrain des jumeaux. Il m'a laissé l'attendre au restaurant pendant 40 minutes, et est arrivé avec l'air de quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis une semaine. Ulysse, je veux que tu sois le parrain, lui ai-je dit, en lui servant une bière. Il n'y a personne d'autre au monde, qui le mérite autant que toi. Je jure sur la mémoire de ma mère, que j'ai vu mon frère devenir blanc. Blanc comme un mur. Il a attrapé son verre, en a bu la moitié d'un trait. Et quand il l'a reposé, ses yeux étaient rouges. Je ne suis pas bon pour ces choses-là, frère. Comment ça, tu n'es pas bon? Tu vis pratiquement chez nous, ai-je ri. Tu les verras grandir de près. Ulysse s'est passé la main sur le visage. Ses doigts tremblaient. Et puis il a dit une phrase, qui sur le moment m'a semblé être de l'humilité.
Et qui aujourd'hui sonne comme une confession hurlée. Éliseo, il y a des choses sur moi que tu ne sais pas. Je ne mérite pas d'être le parrain de ces enfants. Crois-moi. Je ne le mérite pas. On a tous nos affaires, frère, ai-je répondu en lui tapotant l'épaule. Pour moi, tu seras toujours le garçon à qui j'ai acheté sa première bicyclette. Il s'est levé de table avec l'excuse d'aller aux toilettes. Il a mis 15 minutes. Quand il est revenu, ses yeux étaient gonflés, et il m'a dit oui. Il acceptait d'être le parrain. Il m'a pris dans ses bras au moment de nous dire au revoir. Une longue et forte étreinte. Du genre qu'on donne aux enterrements. J'ai conduit jusqu'à la maison, heureux. Pensant que mon frère m'aimait tellement, qu'il en avait été ému aux larmes. L'aveuglement, messieurs, ce n'est pas de ne pas voir. L'aveuglement, c'est de tout voir, et de choisir la seule explication qui ne vous détruit pas. La faille définitive s'est ouverte là où je m'y attendais le moins, par le sang. C'était au 7e mois de grossesse. Ils ont organisé une campagne de don de sang à l'usine. Et comme je suis donneur depuis que je suis jeune, j'y ai participé comme toujours. Quelques jours plus tard, en discutant dans la salle à manger avec un collègue. Un jeune homme, qui étudiait les soins infirmiers le soir. Le sujet des groupes sanguins a été abordé. J'ai mentionné le mien de mémoire, celui qui apparaît sur tous mes tests depuis des années. Et j'ai mentionné celui de Nathalie, que je connaissais pour avoir vu ses dossiers médicaux tant de fois pendant les traitements. Le jeune homme, par pure curiosité d'étudiant, a pris une serviette de table, et a commencé à jouer avec les combinaisons. Tu connais déjà le groupe sanguin des jumeaux, m'a-t-il demandé. Dans la dernière échographie que ma femme m'a montrée, il y avait un résultat de test. Je crois que ça disait ça. Et je lui ai dit ce dont je me souvenais avoir lu dans un coin, de l'un des rares papiers complets que j'ai jamais eu entre les mains. Le jeune homme a froncé les sourcils. A regardé la serviette. A refait le croisement, cette fois plus lentement. Bougeant les lèvres pendant qu'il calculait. Puis il a levé les yeux, et m'a regardé d'une manière que je ne souhaiterais à personne. Un mélange de gêne et de pitié. Tu es sûr de cette donnée, Éliseo? Parce que cette combinaison n'est pas possible à partir de vous deux. Ça ne peut pas donner ça. J'ai du mal lire, lui ai-je dit. Oui, tu as probablement mal lu, a-t-il répondu rapidement, en froissant la serviette. Et nous avons changé de sujet. Mais cette serviette froissée est restée coincée dans ma tête comme une écharde. Cette nuit-là, pendant que Nathalie dormait, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait en 9 ans de mariage. J'ai fouillé dans ses affaires. J'ai ouvert le tiroir où elle gardait les dossiers médicaux. Il était fermé à clé comme toujours. Mais je savais qu'elle cachait la clé dans un vase, dans le couloir. Je suis resté 10 minutes devant ce tiroir avec la clé à la main, me sentant comme un être misérable. C'est ta femme. Me disait une voix. Elle porte tes enfants. Mais l'autre voix. Celle de mes tripes, celle qui chuchotait depuis des mois. Me disait, ouvre-le. Je l'ai ouvert. Les dossiers de traitement étaient là, classés par année. Mais il y avait un nouveau dossier non étiqueté, au fond du tiroir. À l'intérieur, j'ai trouvé les papiers de grossesse. Ce qui était complet. Avec l'en-tête, la clinique, les dates. Et là, dans l'analyse du premier trimestre, se trouvait la donnée que mon collègue avait croisée sur la serviette. Je n'avais pas mal lu. La combinaison impossible existait noir sur blanc, avec le sceau d'un laboratoire. Et il y avait autre chose. Un petit détail administratif qui m'a transpercé plus que n'importe quelle analyse. La date de la première consultation de grossesse était antérieure. Des semaines plus tôt. Que la nuit où Nathalie m'avait demandé l'argent, pour le dernier traitement. Quand elle m'a fait asseoir à cette table avec les yeux brillants. Quand elle m'a dit, je veux qu'on essaie une dernière fois. Quand j'ai signé un prêt de 6 000 € que je paie encore. Elle était déjà enceinte. Elle le savait déjà. Elle m'a demandé de l'argent pour un traitement qui n'a jamais existé. Pour fabriquer l'histoire que ces bébés avaient été conçus à ce moment-là. Je me suis assis sur le sol du salon dans l'obscurité. Avec les papiers à la main. Je n'ai pas pleuré. C'est ce qui m'a fait le plus peur chez moi. Je n'ai pas pleuré. Il y avait quelque chose en moi qui s'éteignait en silence. Comme une maison dont on éteint les lumières, pièce par pièce. J'aurais pu la réveiller en hurlant cette nuit-là. J'aurais pu retourner toute la maison. Mais je ne l'ai pas fait.
Et ce n'était pas par sagesse. C'était par peur. Parce qu'il me restait la question la plus importante. Si les jumeaux n'étaient pas à moi, à qui étaient-ils? Et une partie de moi. Une partie que je muselais depuis des mois. Connaissait déjà la réponse. Je l'avais su dès les visites en semaine. Dès la voiture garée dehors. Dès la phrase de Donaldo sur le trottoir. Dès le « je ne mérite pas d'être le parrain », avec les yeux rouges. J'ai remis les papiers où ils étaient. J'ai refermé le tiroir. J'ai remis la clé dans le vase. Et je suis allé me coucher, à côté de ma femme, qui dormait les bras enlacés autour d'un oreiller, avec la placidité de ceux qui mentent depuis des années sans être punis. J'ai fixé le plafond jusqu'à l'aube, planifiant la prochaine étape, avec une froideur que je ne me connaissais pas. Le lendemain matin, Nathalie m'a servi le petit déjeuner en fredonnant une chanson. Elle a embrassé mon front, m'a dit « Passe une bonne journée, papa de jumeaux ». Et je lui ai souri. J'ai souri de tout mon visage. Tandis qu'à l'intérieur, je prenais la décision qui allait changer le destin de tout le monde. J'allais obtenir la preuve définitive. Sans crier. Sans scène. Sans lui laisser le temps de concocter un autre mensonge. Ce que je ne savais pas, c'est que pendant que je cherchais ma vérité, il y avait un autre homme, qui faisait ses propres calculs en silence. Un homme silencieux, assis dans un fauteuil, à plusieurs kilomètres de chez moi. Qui n'avait pas bien dormi depuis des semaines. Depuis l'annonce de la grossesse. Dont Geronimo avait lui aussi une écharde coincée dans la tête. Seulement, la sienne était là depuis près de 20 ans. Et il était sur le point de découvrir, que son écharde et la mienne, provenaient du même bois. Obtenir la preuve définitive, a été plus difficile qu'il n'y paraissait. Je ne pouvais pas faire un test de paternité prénatale sans que Nathalie ne le découvre. Et je ne voulais pas l'alerter. Alors j'ai décidé de commencer, par l'autre côté du soupçon, mon frère. J'ai commencé à l'observer, comme on observe un étranger. Et quand on regarde sans le filtre de l'affection, tout ce qui était caché apparaît soudain. Comme ces taches d'humidité, que vous ne voyez que lorsque vous déplacez enfin les meubles. Ulysse avait cessé de venir chez moi, juste au moment où Nathalie était tombée enceinte. Ulysse devenait blanc, à chaque fois que quelqu'un mentionnait les jumeaux. Ulysse, le parrain aux yeux rouges. Un vendredi, j'ai menti à Nathalie. Je lui ai dit que j'avais un poste supplémentaire à l'usine, et que je serais à la maison vers minuit. Je suis parti à l'heure normale. J'ai garé la voiture à 2 rues de ma propre maison, dans la rue arrière. Et j'ai attendu. Savez-vous ce que ça fait, d'espionner sa propre maison comme un voleur, le siège incliné? De regarder la lumière de son salon allumée, et de prier pour être fou? J'ai prié, messieurs. J'ai vraiment prié, pour être fou. À 19h30, la voiture d'Ulysse a tourné le coin. Je l'ai vu se garer à une demi-rue de là. Pas devant comme avant. Quand il venait pour réparer la fuite de l'évier. Je l'ai vu sortir. Regarder autour de lui. Et marcher vers ma porte, avec le pas rapide de quelqu'un qui connaît le chemin, et qui a peur des voisins. Il n'a pas sonné à la porte. La porte s'est ouverte avant qu'il n'arrive. Et dans l'encadrement de cette porte. Ma porte. La porte que j'ai fini de payer avec 15 ans de travail. J'ai vu ma femme enceinte, accueillir mon frère avec un baiser qui n'était pas pour un beau-frère. C'est drôle comment le corps fonctionne. Je croyais que j'allais sortir de la voiture comme une bête. Que j'allais tout casser. Mais je n'ai pas bougé. Je suis resté assis là, les 2 mains sur le volant. En le serrant comme si la voiture allait tomber de la terre si je le lâchais. À l'intérieur de ma poitrine, il n'y avait pas de feu. Il y avait de la glace. Et cette glace descendait lentement, et recouvrait tout. Mon estomac. Mes jambes. Les années. 9 ans, ai-je pensé. Les traitements. Les injections, que je lui faisais moi-même dans le ventre, parce qu'elle avait peur. Les 40 000 euros. Le prêt de 6 000 euros. Les soupirs au téléphone avec sa mère, c'est lui, le problème. Mais on se marie pour le meilleur et pour le pire. Et pendant ce temps, la fuite que mon frère venait réparer, c'était ça. Je suis resté dans cette voiture pendant 2 heures. J'ai vu la lumière du salon s'éteindre, et la lumière de la chambre s'allumer. Ma chambre. Et quand cette lumière s'est éteinte aussi,
j'ai démarré le moteur, et je suis parti. J'ai conduit sans but, jusqu'à un point de vue à la périphérie de la ville. Je me suis garé. Et là, oui, tout seul, où personne ne pourrait s'en servir contre moi. J'ai hurlé. Je n'ai hurlé qu'une seule fois. Un long hurlement, le front appuyé sur le volant. Puis, j'ai séché mon visage. J'ai respiré. Et un calme étrange s'est emparé de mon corps. Le calme de ceux qui ont déjà touché le fond. Et qui découvrent qu'au fond, au moins, on peut se tenir debout. Cette nuit-là, à ce point de vue. J'ai pris 3 décisions. Premièrement, je n'allais faire aucune scène, jusqu'à ce que j'aie des preuves qu'aucun avocat ne pourrait contester. Deuxièmement, je n'allais pas me battre pour cette femme, ni la supplier, ni lui demander pourquoi. Le pourquoi m'était inutile, maintenant. Troisièmement, j'allais protéger le peu qu'il me restait. Parce que quelque chose me disait, que Nathalie ne voulait pas seulement partir avec mon frère. Elle voulait partir avec tout le reste. Et je ne m'étais pas trompé. J'ai engagé un avocat, Maître Ismaël. Un homme plus âgé, avec un petit bureau, et des yeux fatigués d'avoir tout vu. Je lui ai raconté toute l'histoire. Il ne m'a pas interrompu une seule fois. Quand j'ai fini, il a enlevé ses lunettes. Les a nettoyées avec sa cravate. Et a dit, Monsieur Éliseo, je vais vous dire ce que je dis à tous les hommes qui s'assoient dans cette chaise. Celui qui se met en colère, perd. Voulez-vous crier, ou voulez-vous gagner? Je veux gagner. Alors nous ferons les choses à ma façon. Premièrement, vous ne changez rien à la maison. Pas un regard. Pas un ton. Deuxièmement, nous allons tout documenter. Troisièmement, quand ces enfants naîtront, nous demanderons un test de paternité par la voie légale, avec une chaîne de possession. Pour que personne ne puisse rien contester. Pourrez-vous supporter de vivre avec elle comme si de rien n'était, pendant encore quelques mois? Maître, lui ai-je répondu, j'ai vécu avec une étrangère pendant 9 ans sans le savoir. Quelques mois en le sachant, ce sera encore plus facile. Ismaël a souri sans joie, et s'est mis au travail. Et moi, j'ai commencé la prestation la plus difficile de ma vie. Prendre le petit déjeuner avec ma femme. Embrasser son front. Peindre le berceau pour les enfants de mon frère. Pendant que je rassemblais des papiers, dans un dossier que je gardais dans mon casier à l'usine. Relevé bancaire, le prêt, les économies, les retraits, les dates. Ismaël a trouvé des choses que je n'avais pas vues. Des petits transferts constants, que Nathalie faisait de notre compte conjoint, vers un compte à son seul nom. Depuis plus de 2 ans. Petit à petit. 200 € par-ci. 50 € par-là. Au total, près de 9000 € avaient quitté notre maison goutte à goutte, comme une fuite silencieuse. La vraie fuite. Celle que personne n'est jamais venu réparer. Votre femme prépare sa sortie depuis longtemps, m'a dit Ismaël. Ce n'était pas une passion incontrôlée. C'est un plan. Un plan? Le mot a résonné dans ma tête. Et puis j'ai fait quelque chose, dont je n'ai pas parlé à Ismaël, parce que c'était du pur instinct. J'ai commencé à prêter attention à Don Geronimo. Parce que lors des repas de famille, pendant que tout le monde célébrait la grossesse, mon beau-père devenait de plus en plus silencieux. Il avait perdu du poids. Il regardait Nathalie avec une étrange insistance. Et plus d'une fois, je l'ai surpris à me regarder ensuite, avec une expression de culpabilité que je ne reconnaissais pas. Un dimanche, chez lui, nous étions seuls dans le patio. Il arrosait ses plantes en silence. Je me suis approché pour l'aider avec un tuyau. Et soudain, sans me regarder, il a demandé, « Éliseo, est-ce que ton frère va bien ?» Il m'a semblé bizarre la dernière fois qu'il est passé. Je suis resté immobile. Pour autant que je sache, Ulysse n'avait aucune raison de rendre visite à mes beaux-parents. Ulysse est venu ici, ai-je demandé, avec le ton le plus désinvolte que j'ai pu trouver. Don Geronimo a coupé l'eau lentement. Il a fixé ses plantes un long moment. Et j'ai vu passer sur son visage l'ombre d'un homme, qui réalise qu'il en a trop dit. Quand il m'a enfin regardé, il avait les mêmes yeux que le jour de l'annonce. Les yeux de quelqu'un qui voit un accident arriver. Il est venu déposer des vitamines pour Nathalie, je crois, a-t-il finalement lâché. Et il est rentré à l'intérieur, prétextant aller chercher de l'engrais. Je suis resté dans ce patio, le tuyau dégoulinant dans ma main. Comprenant 2 choses en même temps.
La première, mon frère et ma femme évoluaient ensemble, dans plus d'endroits que je ne l'imaginais. Et même sa famille les avait vus. La deuxième, et celle-ci m'a glacé encore plus que la première, dont Geronimo soupçonnait quelque chose. Un homme ne demande pas, ton frère va bien, avec une voix brisée, à propos de simples vitamines. Ce que je ne pouvais toujours pas savoir, c'est ce que mon beau-père avait exactement en tête. Ni que son soupçon n'était pas né avec cette grossesse. Mais 20 ans plus tôt. Dans la salle d'attente d'un hôpital. Un petit matin dont il n'avait jamais parlé à personne. Un petit matin où un garçon de 25 ans était arrivé aux urgences. Et où le seul adulte disponible pour signer les papiers, était le voisin du quartier, un chauffeur de camion nommé Geronimo. Les jumeaux sont nés un matin d'octobre. Et avec eux, le compte à rebours pour que tout le mensonge explose a commencé. Les jumeaux sont nés un matin d'octobre. Et j'étais là. J'étais là, parce que je devais tenir mon rôle jusqu'à la fin. Mais aussi, et il m'a fallu des années pour l'admettre. Parce qu'une partie brisée de moi voulait encore être là. C'étaient deux garçons. Je les ai vus à travers la vitre de la pouponnière. Enveloppés comme deux petits amals. Avec leurs visages gonflés et leurs poings fermés. Et je vais vous avouer quelque chose que je n'ai jamais dit à personne, quand je les ai vus, j'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré. Parce que pendant 9 ans, j'avais imaginé exactement cette scène, cette vitre, ces petits paquets. Et mon cœur ne savait pas comment faire la distinction, entre le rêve accompli, et l'arnaque. Le cœur ne lit pas les analyses de sang, messieurs. Le cœur ne voit que comme un chien, courant vers le maître qui est sur le point de l'abandonner. Nathalie m'a regardé depuis son lit, les yeux humides. À un moment donné, elle m'a pris la main et a dit, « Nous avons réussi, mon amour. Après tout ce temps, nous avons réussi. » Vous ne savez pas quel genre de force il faut, pour entendre cela. Pour serrer cette main. Sourire, et répondre, « Oui, mon amour, nous avons réussi. » Alors que dans votre casier au travail, il y a un dossier qui prouve, que 2 autres personnes ont réussi. Mais j'ai serré sa main. J'ai souri. Parce que Maître Ismaël m'avait prévenu, celui qui se met en colère perd. Vous tenez bon jusqu'au test. La famille est arrivée en SM à l'hôpital. Ma belle-mère, Nélia, distribuait des bénédictions. Les tantes prenaient des photos. Et dans le coin du couloir, contre le mur, dont Geronimo a été le dernier à s'approcher de la vitre. Il a regardé les jumeaux pendant un long moment, en silence. Et moi, je les regardais. J'ai vu comment il étudiait leur visage, trait par trait. Comme quelqu'un qui cherche quelque chose. Et j'ai vu le moment exact où il l'a trouvé. Mon beau-père a fermé les yeux. A posé sa paume sur la vitre. Et je l'ai vu remuer les lèvres sans un bruit. Il ne priait pas en guise de gratitude. Il disait non. Un petit non juste pour lui-même. Ulysse est apparu le lendemain. Il a apporté un ours en peluche géant. Et il avait la tête d'un homme en route pour la potence. Quand on l'a mis devant la vitre, il n'a pas tenu 1 minute. Il a dit que les hôpitaux le rendaient nerveux. Il m'a serré dans ses bras, avec cette étreinte funèbre que je connaissais déjà, et il est parti. Nathalie l'a suivi des yeux jusqu'à ce qu'il disparaisse au bout du couloir. Et dans ses yeux, il y avait un message que je n'ai même pas pris la peine de déchiffrer. Ça ne me blessait plus. La glace recouvrait tout, désormais. 15 jours après la naissance, Ismaël a mis la machine en route. Je ne mentirai pas, la procédure a été moche. Un matin, pendant que Nathalie donnait le bain au bébé, je lui ai dit calmement que nous devions parler. Je me suis assis en face d'elle, et je lui ai tendu le document. Une demande formelle de test de paternité. Avec une ordonnance du tribunal, et une chaîne de possession. Déposée par mon avocat. Je n'oublierai jamais son visage. Au début, elle n'a pas compris. Elle a lu le papier 2 fois. Puis, elle a levé les yeux, et a croisé mon regard. Et pour la première fois en 9 ans, elle m'a vraiment vu. Elle a vu que je savais. Je ne sais pas ce qu'elle a trouvé sur mon visage. Mais quoi que ce fût, ça a vidé le sien de toute couleur. « Qu'est-ce que c'est, Éliseo » m'a-t-elle demandé, la voix fine comme un fil. « C'est ce qui est écrit là » ai-je répondu. « Un test. S'il n'y a rien à cacher, il n'y a rien à craindre. » Et puis je l'ai vu se transformer. Je l'ai vu passer en revue tous les masques qu'elle avait en réserve, en 30 secondes.
D'abord, l'offenser, comment oses-tu? 9 ans ensemble, et tu viens me voir avec ça. Ensuite, la victime. Elle a éclaté en sanglots. L'humiliation. Elle venait d'accoucher. J'étais fou. Puis, la manipulatrice, sais-tu ce que ça fera aux enfants quand ils grandiront? C'est ce que tu veux, pour tes enfants? Tes enfants. Elle avait encore le culot de dire tes enfants. Et enfin. Quand elle a vu que je ne bougeais pas de ma chaise. Que je ne criais pas. Que je ne discutais pas. Elle a sorti le dernier masque. Le vrai. Celui qu'elle avait gardé caché pendant 9 ans, sous tous les autres. Elle a essuyé ses larmes brusquement, comme on ferme un robinet. Elle m'a regardé avec un mépris pur, sans aucune comédie, et a dit, tu sais quoi? Fais-le. Fais ton test. Mais ne viens pas pleurer après, Éliseo. Parce qu'il y a des vérités qu'un demi-homme comme toi ne pourra pas supporter. Un demi-homme. Il y avait 9 ans de soupirs au téléphone. C'est lui, le problème. D'humiliations enveloppées de pitié. Résumé en 2 mots. Et recraché dans ma propre cuisine. Je me suis levé de la chaise. J'ai pris mes clés. Et avant de partir, j'ai répondu la seule chose qui me venait de la glace, un demi-homme, Nathalie. C'est celui qui se cache à un demi-pâté de maison de chez son frère. Moi, je suis entier maintenant. Nous allons le mettre par écrit. Je l'ai laissé la bouche ouverte, et je suis allé à l'usine. L'après-midi même, elle a emmené les jumeaux chez ses parents, car elle avait besoin de réfléchir dans un environnement sain. Parfait. Mieux pour la procédure. Ismaël a dit que le recueil des échantillons aurait lieu un mercredi. Un laboratoire certifié. Un expert. Des documents signés. Des témoins. Ils ont passé un écouvillon dans la bouche des jumeaux pendant qu'ils dormaient. Ils ont pris mon échantillon dans une autre pièce. Nathalie ne m'a pas adressé la parole. Mais je l'ai entendue depuis le couloir, parler au téléphone à voix basse. Et je n'avais pas besoin d'entendre le nom pour savoir à qui elle parlait. Ne t'inquiète pas, disait-elle. Ne t'inquiète pas, ils ne peuvent rien prouver sur toi. Ça dit juste s'ils sont à lui ou non. Et là, debout dans ce couloir de laboratoire, j'ai compris la stratégie complète de ma femme. Elle savait déjà que le test serait négatif. Elle s'en fichait désormais. Son plan était différent. Que le monde sache que les jumeaux n'étaient pas les miens. Oui. Mais sans que personne ne puisse prouver à qui ils étaient. Être considéré comme la femme qui a trouvé l'amour, en dehors d'un mariage malheureux, avec un homme incomplet. Divorcée avec les enfants, avec la maison, avec la moitié de tout. Et avec Ulysse, qui l'attendrait dans l'ombre, jusqu'à ce que le scandale passe. La demi-vérité. Le mensonge parfait. Les résultats ont pris 12 jours. Ismaël m'a convoqué à son bureau un vendredi après-midi. Quand je suis entré, l'enveloppe était sur le bureau. Scellée. L'avocat m'a indiqué la chaise. M'a versé un verre d'eau, et a dit, avant de l'ouvrir, Monsieur Éliseo, répondez-moi à une chose. Que allez-vous faire s'il est écrit ce que vous pensez qu'il est écrit? Signer le divorce, et ne me battre pour rien. J'ai répondu. Qu'elle garde la maison. Qu'elle garde les meubles. J'ai déjà payé pendant 9 ans. Je ne paierai pas un jour de plus. Ismaël m'a étudié un moment par-dessus ses lunettes. Et si je vous disais, qu'il y a des moyens de vous battre? L'adultère. La fraude. Les transferts. Maître, les jeux interrompus. Il y a des guerres qui se gagnent en se battant. Et il y a des guerres qui se gagnent en lâchant prise. Celle-ci fait partie des dernières. Tout ce que je veux, c'est la vérité par écrit. Qu'elle prenne le reste. Il a hoché la tête lentement, comme en signe d'approbation silencieuse. Et a ouvert l'enveloppe. Il a lu. M'a regardé par-dessus le papier. Et me l'a tendu sans un mot. Probabilité de paternité, 0%. Monsieur Éliseo est exclu comme père biologique des mineurs. 0%. 9 ans. 40 000 €, rien qu'à ce moment-là. Je paie encore. Et c'est 0%. J'ai laissé le papier sur le bureau. J'ai bu le verre d'eau en entier. Et j'ai ressenti quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir. Du soulagement.
Un immense et sombre soulagement. Le genre qui vous fait honte. Parce que ce papier ne me prenait rien que je n'eusse déjà perdu. Il posait simplement un sceau officiel sur ma liberté. Doit-on procéder au divorce, a demandé Ismaël. Procéder, ai-je dit. Et maître, faisons en sorte que ce soit rapide. Elle est pressée de commencer sa nouvelle vie. Je ne vais pas la lui gâcher. Ismaël a souri, pour la première fois depuis que je le connaissais. Monsieur. J'ai vu des centaines d'hommes s'asseoir sur cette chaise. Ceux qui crient. Ceux qui pleurent. Ceux qui menacent. Mais ceux qui me font peur, ce sont ceux qui sont en paix. Ce sont ceux qui ont déjà vu quelque chose, que le reste d'entre nous n'a pas vu. Je n'avais encore rien vu. Mais j'étais sur le point de le faire. Parce que pendant que je signais des papiers dans ce bureau, à plusieurs kilomètres de là, dans une maison aux plantes bien arrosées, dont Geronimo était assis en face de sa fille, l'écoutant raconter sa version de l'histoire. Et pour la première fois en 20 ans, l'homme taiseux décidait de rompre le silence. Le divorce a été la partie la plus facile. Et il a été facile, parce que je n'ai rien demandé. Ismaël a déposé les papiers un lundi. Le jeudi, l'avocat de Nathalie avait déjà répondu. Et je jure, que même l'avocat, avec toutes ses années d'expérience, a haussé les sourcils quand il a lu la liste de ses exigences. Nathalie voulait la maison. Elle voulait les meubles. Elle voulait la voiture. Elle voulait une pension alimentaire compensatoire, pour les années consacrées au foyer. Elle voulait tout. Avec la certitude d'une femme s'attendant à une guerre longue et sanglante. Que répondons-nous, monsieur Éliseo, m'a demandé Ismaël, le stylo à la main. Nous répondons oui. Oui. À quel point? À tous. Ismaël a posé son stylo sur le bureau. Monsieur, vraiment. En tant que votre avocat, j'ai l'obligation de vous dire qu'avec les preuves que nous avons, l'adultère, les transferts, le prêt, nous pouvons la laisser pratiquement sans rien. Et en tant que votre client, maître, j'ai l'obligation de vous rappeler ce dont nous avons discuté. Il y a des guerres qui se gagnent en lâchant prise. Donnez-lui tout. À une condition. Que ce soit signé maintenant. Pas de longues audiences. Pas d'experts. Pas de retard. Je veux récupérer mon nom de famille avant la fin du mois. Ce que Nathalie n'a pas compris. Ce que son avocat n'a pas compris. Ce que personne dans sa famille n'a compris. C'est que la rapidité de ma reddition n'était pas une défaite. C'était de l'hygiène. Quand vous découvrez que vous avez étreint un mensonge pendant 9 ans, la seule chose que vous voulez, c'est le lâcher. Rapidement. Complètement. Sans en garder ne serait-ce qu'un morceau. La maison où mon frère entrait l'après-midi. Le lit. Les meubles qui décoraient le théâtre. Pourquoi me battrais-je, pour le décor de ma propre humiliation? Qu'elle garde tout. Moi, il me restait quelque chose dont elle ne pouvait s'emparer. La vérité scellée par un laboratoire, et toute une vie devant moi, sans elle. Le jour de la signature est arrivé. Une pièce grise dans le bureau de son avocat. Une longue table. Du café que personne n'a touché. Nathalie est arrivée habillée comme pour une fête. Avec une nouvelle robe. Et elle a cherché mon visage, dès l'instant où elle est entrée. Elle cherchait l'homme brisé. Elle cherchait des cernes, des mains tremblantes. Quelques restes de l'Éliseo qui soupirait de culpabilité dans la cuisine. Elle ne l'a pas trouvé. Elle a trouvé un homme de 44 ans, calme. Avec un dossier sous le bras. Qui lui a dit bonjour comme on dirait bonjour à un guichetier de banque. J'ai signé chaque page sans la lire 2 fois. Car Ismaël les avait déjà lus pour moi. Signature. Page suivante. Signature. À un moment donné, son avocat a mentionné la renonciation expresse du monsieur à toute réclamation future sur les actifs. Et Nathalie a souri. Je l'ai vu sourire en coin. Avec ce sourire de pharmacie qui m'avait jadis fait tomber amoureux. Et qui me semblait maintenant être la grimace d'une étrangère. Quand nous avons fini, elle s'est levée. A lissé sa robe. Et n'a pas pu résister. Elle ne pouvait jamais résister. Elle s'est un peu penchée vers moi, a baissé la voix pour que les avocats n'entendent pas bien, et a dit, tu vois comme ça a été facile, Éliseo. Finalement, même pour ça,
tu as eu besoin de moi pour prendre les décisions. J'ai refermé mon stylo. Je l'ai mis dans ma poche de chemise. Et j'ai répondu, en la regardant dans les yeux, avec la voix la plus calme de ma vie, j'ai signé rapidement parce que je suis pressé, Nathalie. Il y a des vérités qui ne peuvent pas être gardées longtemps. Demande à ton père. C'était un tir dans l'obscurité. J'avoue qu'à ce moment-là, je ne savais rien du secret de Don Geronimo. Je l'ai dit à cause de ses regards étranges. À cause du patio. À cause des vitamines. Par pure intuition, d'un homme qui a déjà appris à lire les silences des autres. Mais l'effet a été immédiat. Le sourire de Nathalie s'est tordu, juste d'1 millimètre. Elle a froncé les sourcils. A étudié mon visage à la recherche du sens. Et n'en trouvant aucun, elle a lâché un rire nerveux. Tu es fou, a-t-elle dit. Et elle est partie. Ses talons claquant bruyamment. Avec ses papiers sous le bras. Et sa victoire complète. Je suis resté un moment dans la pièce avec Ismaël, qui rassemblait silencieusement ses documents. À la fin, l'avocat m'a regardé et a demandé, qu'est-ce que c'était que cette histoire avec le père? Je ne sais pas encore, maître, ai-je répondu en toute honnêteté. Mais il y a un homme dans cette histoire? Qui sait quelque chose que personne d'autre ne sait? Ça me tracasse depuis des mois. Et je n'ai pas l'intention de chercher à le découvrir. Je n'en ai pas besoin. Les vérités comme celle-là. Vous n'avez pas besoin d'aller les chercher. Elles marchent toutes seules. Et bon sang, ça a marché plus vite que je ne l'espérais moi-même. Parce que cet après-midi-là, Nathalie a fait exactement ce que quiconque la connaissait savait qu'elle ferait. Elle est allée directement chez ses parents pour célébrer. Elle est arrivée avec les jumeaux sur le siège arrière. Avec une copie de l'accord de divorce dans son sac à main. Et avec l'histoire officielle, répétée dans le rétroviseur. Je n'y étais pas. Évidemment. Tout ce que je vais vous raconter, je l'ai appris plus tard, mot pour mot. Par la personne que vous imaginerez le moins. Mais je l'ai aussi appris avec tant de détails, que c'est comme si j'avais été assis dans ce salon. Nathalie est entrée triomphalement. A embrassé sa mère. A posé les bébés sur le canapé. Et a annoncé, l'accord brandi bien haut comme un trophée, c'est fini. Il a tout signé. La maison, la voiture. Tout. Il ne s'est même pas battu. Il est temps que cette famille connaisse toute la vérité. Les enfants ne sont pas à Élyséo. Ils n'ont jamais été à lui. Ils sont d'un vrai homme. Et quand un temps raisonnable se sera écoulé, vous le rencontrerez. Ma belle-mère, Nélia, s'est effondrée dans un fauteuil en se signant. Les mots s'accumulaient. Le scandale. Ce que les gens allaient dire. Les 9 ans. Nathalie l'a laissé s'épancher. Et a terminé par la phrase qu'elle préparait depuis des mois. Le joyau de sa couronne. Oh, maman, ne me regarde pas comme ça. Tout le monde savait qu'Élyséo ne pouvait pas. Les médecins l'ont toujours dit. J'ai supporté un demi-homme pendant des années, par décence. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Mourir en attendant un miracle? Et puis, depuis le fond de la pièce. La seule voix qui n'avait rien dit, a parlé. Don Geronimo se tenait près de la fenêtre, le dos tourné à tout le monde, regardant son jardin. Il était ainsi depuis que sa fille avait franchi la porte. Quand il s'est retourné, Nélia a cessé de parler brusquement. Parce qu'elle connaissait ce visage. En 40 ans de mariage, elle ne l'avait vu que 2 ou 3 fois. Et jamais pour de bonnes choses. Qui est le père, Nathalie, a-t-il demandé. D'une voix basse et égale. Papa, ça n'a pas d'importance maintenant. Qui est le père? Le silence aurait pu être coupé au couteau. Les jumeaux dormaient sur le canapé. Nathalie a regardé sa mère, pour obtenir de l'aide. Elle n'en a trouvé aucune. Et a décidé qu'il ne servait plus à rien de cacher, ce qui se saurait de toute façon dans quelques mois. Elle a levé le menton. Provocante comme elle l'était toujours. Et l'a lâché. C'est Ulysse. Le frère d'Élyséo. Nous sommes amoureux depuis 3 ans. Les jumeaux sont de lui. Et dès que le scandale sera passé, nous serons ensemble. Et il les reconnaîtra. Contente, maintenant? Savez-vous ce qui s'est passé ensuite? Ce n'était pas un cri. C'était pire. Nélia me l'a décrit plus tard,
comme regarder un homme encaisser une balle sans tomber. Don Geronimo est devenu blanc. Vraiment blanc. Un blanc d'hôpital. Il a agrippé le dossier d'une chaise. Et l'a regardé avec des yeux, que sa fille n'avait jamais vus auparavant. Non pas de colère, mais de pure terreur. Il a ouvert la bouche 2 fois, avant que sa voix ne sorte. Et quand elle est sortie, ce n'était plus la voix d'un père parlant à sa fille. C'était la voix d'un homme qui regarde un effondrement au ralenti. « Attends » a-t-il dit. « Il ne te l'a pas dit ?» Nathalie a cligné des yeux. « Me dire quoi ? Qui ?» Don Geronimo a passé sa main sur son visage. A regardé les jumeaux endormis sur le canapé. A regardé sa femme. Et a de nouveau regardé sa fille. Avec 20 ans d'un secret qui remontait dans sa gorge. « Ulysse ne te l'a pas dit ?» a-t-il répété. Non plus comme une question, mais comme une sentence. « Mon Dieu, Nathalie, assieds-toi. Ce que je vais te raconter, je le sais depuis 20 ans. Et j'avais juré à ce garçon que je ne le répéterai jamais. Tout ce que je vais vous raconter maintenant, s'est passé dans le salon de la maison de mes beaux-parents. Et je l'ai appris plus tard, mot pour mot, par Nélia elle-même. Parce qu'il y a des histoires que les mères ne peuvent pas porter seules. Et cet après-midi-là, ma belle-mère a vu toute sa famille s'effondrer, en l'espace de 20 minutes. Don Geronimo a fait asseoir Nathalie devant lui. Il s'est versé un verre d'eau. L'a bu en entier. Et a commencé à parler. Avec la voix des hommes qui ont porté le fardeau de quelqu'un d'autre pendant trop longtemps. Il y a 20 ans, a-t-il dit. Quand tu ne connaissais pas encore cette famille. Nous vivions dans l'ancien quartier. Tu t'en souviens? Tu étais à l'école. Et à 3 maisons de la nôtre, vivait une veuve, Donia Amparo. Qui lavait le linge des autres? Et qui avait 2 fils. L'aîné travaillait depuis qu'il était gamin pour subvenir aux besoins du plus jeune. Le plus jeune s'appelait Ulysse. Nathalie s'est figée. Jamais, en 9 ans, ni Ulysse ni moi n'avions fait le rapprochement. Parce que quand ma mère vivait dans ce quartier, Nathalie était une adolescente qui était en pension la semaine. Et nous avions déménagé peu de temps après. Le monde est un petit endroit, messieurs. Et parfois, ce petit endroit recèle un poison vieux de 20 ans. Un matin, a poursuivi Don Geronimo, vers 2 heures. Quelqu'un frappait à ma porte, comme pour la défoncer. C'était Donia Amparo, dans une chemise de nuit en lambeaux. Son plus jeune fils avait eu un accident sur une moto qu'un ami lui avait prêtée. L'aîné, Eliseo, travaillait comme veilleur de nuit sur un chantier à 2 heures de là. Il n'y avait aucun moyen de le prévenir rapidement. Et elle ne savait pas bien lire. Elle tremblait de tout son corps. Elle ne comprenait pas les papiers de l'hôpital. J'avais mon propre camion à l'époque. Je me suis habillé. Et je l'ai emmenée à l'hôpital. Nélia, en écoutant, a couvert sa bouche. Elle se souvenait vaguement de ce matin-là. Elle n'en avait jamais connu les détails. Le garçon était en mauvais état, Nathalie. La moto lui était tombée dessus. Il s'était cogné la tête. S'était cassé le bras. Mais la partie délicate, c'était autre chose. Il avait eu un traumatisme grave en bas. Les médecins parlaient d'une lésion testiculaire sévère. D'une opération urgente. Et comme la mère n'était pas en état de signer ou de comprendre quoi que ce soit. Le seul adulte calme dans cette salle d'attente. C'était moi. J'ai signé comme accompagnateur responsable. J'ai écouté le chirurgien. Et j'étais présent des semaines plus tard, quand ils ont donné au garçon les résultats définitifs. Don Geronimo a fait une pause. Il a regardé les jumeaux endormis sur le canapé. Et Nelly a dit qu'à ce moment-là, la voix du vieil homme s'est brisée pour la première fois. Le chirurgien a été clair, ma fille. Ils ont sauvé ce qu'ils ont pu. Mais les dommages étaient irréversibles. Ils lui ont dit le terme technique. Et lui ont remis les papiers. Ce garçon est devenu stérile à 25 ans. Stérile à vie. Sans aucune possibilité. Ils l'ont confirmé avec des examens. À 2 reprises. Parce qu'il pleurait. Et leur demandait de refaire le test. J'étais là. Le tenant par les épaules. Parce que son frère ne devait pas la prendre. C'est la condition que le garçon m'a posée, en échange de mon aide. Don Geronimo.
Jurez-moi que personne ne le saura. Pas ma mère. Surtout pas mon frère. Jamais. Mon frère s'est tué à la tâche pour que je puisse devenir quelqu'un. S'il apprend que j'ai fini comme ça pour avoir fait l'idiot sur une moto, il se l'est interdit. Il en mourra de culpabilité. Jurez-le-moi. Et je le lui ai juré. Nathalie. Je le lui ai juré devant Dieu. Nous avons dit à Donia Amparo que tout allait bien. Et le garçon a appris à vivre avec son secret. Et moi avec le mien. 20 ans, ma fille. 20 ans, j'ai gardé ça pour moi. Quand tu es arrivé avec Eliseo comme petit ami. Et que j'ai découvert de quelle famille il venait. J'ai failli mourir. Mais je me suis dit, c'est le frère aîné. C'est un homme bon. Le passé est le passé. Et maintenant, tu viens me voir, et tu me dis que tes jumeaux sont d'Ulysse. Le silence qui a suivi, raconte Nelia, a été le plus long de sa vie. Nathalie était immobile. Avec la copie du divorce toujours dans son sac. Et son visage changeait de couleur, comme si son corps ne savait pas ce qu'il devait ressentir en premier. Et puis, elle a fait ce qu'elle faisait toujours quand la réalité la coinçait. Elle a ri. Un petit rire forcé, entre ses dents serrées. C'est un mensonge, a-t-elle dit. Tu te trompes, papa. C'était un autre garçon. Une autre famille. Ulysse va parfaitement bien. Nous sommes ensemble depuis 3 ans. Il sait que les jumeaux sont à lui. Il a fait le calcul des dates lui-même. Il a pleuré quand je lui ai dit que j'étais enceinte. Tu comprends? Il a pleuré de bonheur. Don Geronimo l'a laissé terminer. Puis il s'est levé lentement. Est allé dans sa chambre. Et est revenu avec une vieille boîte en fer blanc. Une de ces boîtes à biscuits où les hommes de l'ancien temps gardent toute leur vie. Il l'a ouverte sur la table du salon. À l'intérieur, il y avait des papiers jaunis. Et parmi ces papiers, il en a pris un, plié en 4, et l'a placé devant sa fille. J'ai signé comme personne responsable, Nathalie. L'hôpital m'a donné une copie de tout. Je l'ai gardé, en pensant qu'un jour le garçon en aurait peut-être besoin pour quelque chose. Lis-le. Lis le nom complet. Lis la date. Lis le diagnostic. Nelia m'a dit que Nathalie a lu ce papier 3 fois. Que ses mains ont commencé à trembler à la 2e lecture. Qu'à la 3e, un son s'est échappé d'elle. Qui n'était ni un pleur, ni un cri. Mais quelque chose entre les deux. Le son d'un animal marchant sur un piège. Parce que c'était là. Avec un seau d'hôpital. Et de l'encre vieille de 20 ans. Le nom de mon frère. Et le mot qui démantelait toute son histoire. Stérilité définitive. Confirmé. Irréversible. Ça ne peut pas être vrai, a-t-elle répété. Ça ne peut pas être vrai. Il m'a dit. Nous. Il n'a jamais utilisé de protection avec moi. Jamais. Parce que nous voulions. Il a fait le calcul, papa. Il a fait le calcul. Moitié. Et soudain, elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée net, au milieu de sa phrase. Parce que son cerveau, qui était rapide. Qui a toujours été rapide. Venait d'atteindre le précipice tout seul. Nelia raconte qu'elle l'a vu pâlir au ralenti. S'agripper au bras du canapé. Et s'asseoir, comme si on lui avait coupé les fils. Réfléchissez-y avec moi. Comme elle y a réfléchi à ce moment-là. Si Ulysse était stérile depuis ses 25 ans. Les jumeaux n'étaient pas d'Ulysse. Mais les jumeaux n'étaient pas à moi non plus. Un laboratoire certifié l'avait dit. 0%. Avec une chaîne de possession. Et Nathalie savait mieux que quiconque dans cette pièce, que ces derniers temps. Il y avait eu quelqu'un d'autre. Quelqu'un dont personne ne devait jamais rien savoir. Parce que l'histoire officielle. Je suis tombée amoureuse de mon beau-frère. Était scandaleuse, mais romantique. Digeste. Presque digne d'un roman. La vraie histoire? Non. La vraie histoire, c'était autre chose. Nathalie, a demandé Don Geronimo très lentement, lisant son visage comme il avait lu le mien tant de fois. S'ils ne sont pas d'Eliseo. Et qu'ils ne peuvent pas être d'Ulysse. À qui sont mes petits-enfants? Elle n'a pas répondu. Elle s'est levée, chancelante.
A murmuré, je dois passer un appel. Et s'est enfermée dans la salle de bain avec son téléphone. À travers la porte, Nelia l'a entendu composer 3, 4, 5 fois. Elle l'a entendu supplier, réponds, s'il te plaît. Et elle a fini par entendre la moitié d'une conversation, entrecoupée de sanglots. J'ai besoin de te voir. Non, ça ne peut pas attendre. Je me fiche que tu sois avec ta famille. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu me dois bien ça. Avec sa famille. Un homme qui, à 19h un jeudi soir, était avec sa famille. Et à qui Nathalie hurlait, tu me dois bien ça. Nelia est restée collée à cette porte. Faisant 2 et 2. Et a senti le sol bouger sous elle, pour la deuxième fois en 1 heure. Quand Nathalie est sortie de la salle de bain, elle n'était plus la femme qui y était entrée triomphalement, avec un accord de divorce dans son sac. Elle était une femme avec le maquillage qui coulait. Et les yeux de quelqu'un qui regarde son propre château brûlé, par les 4 coins. Elle a pris les jumeaux sans regarder personne. Et a dit qu'elle allait éclaircir un malentendu. Et à la porte. La main déjà sur la poignée. La voix de son père l'a rattrapée. La dernière question de cet après-midi-là. Celle que Nelia m'a répétée plus tard d'une voix brisée, parce que c'est celle qui a divisé la famille en 2. Réponds-moi juste à une chose, ma fille. Quand tu disais à tout le monde qu'Éliseo était le problème. Quand tu l'as laissé porter cette culpabilité pendant 9 ans. Le savais-tu déjà? Savais-tu qu'il était un homme entier? Nathalie ne s'est pas retournée. Elle est restée immobile une seconde dans l'embrasure de la porte. La même porte où, des mois plus tôt, elle avait annoncé sa grossesse sous les applaudissements. Et elle est partie sans répondre. Ce qui est parfois la façon la plus claire de répondre, qui soit. Cette nuit-là, mon téléphone a sonné à 23h. Un numéro inconnu. J'ai répondu à moitié endormi. Et à l'autre bout, j'ai entendu la voix d'un homme âgé. Rauque. Épuisé. Qui disait, Éliseo. C'est Geronimo. Pardonne-moi pour l'heure, mon fils. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir, avant que quelqu'un ne t'en raconte une version déformée. Peux-tu venir demain? Viens seul. C'est à propos de ton frère. Et à propos d'une promesse que je ne peux plus tenir. Je suis arrivé chez mes beaux-parents à 9h du matin. Dont Geronimo m'attendait dans le patio, parmi ses plantes. Avec une boîte en fer blanc sur la table en fer, et 2 tasses de café coquin de Nuna touché. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans depuis la dernière fois. Il m'a indiqué la chaise. A attendu que je m'assoie. Et m'a dit les choses sans détour, parce que les hommes comme lui, ne savent pas y aller par 4 chemins. Éliseo. Je t'ai fait défaut. Je t'ai fait défaut sans rien te devoir. Et j'ai fait défaut à ma conscience, en lui devant tout. Ce que je vais te dire, je l'ai gardé sous silence pendant 20 ans à cause d'une promesse. Mais une promesse qui protège un mensonge de cette ampleur. N'est plus une promesse. C'est de la complicité. Et il m'a tout raconté. L'ancien quartier. Ma mère frappant à sa porte en chemise de nuit, à 2h du matin. La moto, que j'avais interdite à Ulysse. L'hôpital. L'opération. Le diagnostic répété 2 fois, parce que mon frère pleurait en leur demandant de s'être trompé. Et la promesse. Mon frère ne doit pas le savoir. Il en mourra de culpabilité. Jurez-le-moi. J'ai tout écouté sans l'interrompre. Les mains autour de la tasse froide. Et vous devez comprendre ce que cette histoire signifiait pour moi. Couche par couche. Car chaque couche tombait sur moi, avec un poids différent. La première couche. Ce matin-là, j'étais veilleur de nuit sur un chantier. À surveiller le fer des autres, pour payer les études d'Ulysse. Mon frère a failli mourir. Et je ne l'ai su que le lendemain. Quand il était déjà stabilisé, avec un bras cassé. Ce n'était rien. Ma mère m'a serré dans ses bras en pleurant. Et j'ai pensé qu'elle pleurait de peur. Elle pleurait à cause du secret. Ma propre mère me l'a caché. Que Dieu ait son âme. En pensant me protéger. La deuxième couche. La moto. Je la lui avais interdite. Quand tu auras fini tes études, et que tu l'achèteras toi-même, tu feras ce que tu voudras, lui avais-je dit. Il est monté sur la moto d'un ami dans mon dos.
Et le prix à payer a été de se retrouver sans descendance à 25 ans. Et il a préféré porter ça seul toute sa vie, plutôt que de voir la déception sur mon visage. Là, dans le patio de Don Geronimo, pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti pour mon frère quelque chose qui n'était pas de la glace. C'était une vieille pitié de grand frère. Qui a duré très exactement le temps qu'il a fallu, pour que la troisième couche arrive. Parce que la troisième couche, était à moi. Ulysse savait qu'il était stérile. Il le savait avec des papiers. Avec des sceaux. Avec 2 études confirmées. Et pourtant. Quand Nathalie lui a dit, je suis enceinte, et c'est de toi. Qu'a fait mon frère? A-t-il été surpris? A-t-il exigé des explications? A-t-il douté une seule seconde? Non. Il a pleuré de bonheur. Selon Nathalie elle-même. Il a fait le calcul des dates. Il a accepté d'être père. Comprenez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que mon frère voulait y croire. On lui offrait le seul miracle que la vie lui avait refusé. Et il a décidé de ne pas regarder le cheval donné dans la bouche. Même si pour le monter, il devait me piétiner. Ou pire. Et cette possibilité m'a tenu éveillé bien des nuits. Cela signifiait qu'au fond de lui, s'il doutait. Il devait douter. Il lui était plus commode d'avoir un miracle emprunté. Plutôt qu'une vérité qui le laisserait à nouveau vide, et sans la femme par-dessus le marché. Est-ce qu'Ulysse sait déjà que vous savez, ai-je demandé à Don Geronimo. Pas encore. Nathalie est partie d'ici hier comme une chauve-souris sortie de l'enfer, pour aller trouver le vrai père. J'imagine que tu connais ma fille. D'abord, elle sécurise son nouveau terrain. Ensuite, elle annonce les mauvaises nouvelles. Mais Éliseo. Il y a autre chose. C'est pour ça que je t'ai demandé de venir avant tout le monde. Le vieil homme a ouvert la boîte en fer. Et a pris une enveloppe plus récente, sous les papiers de l'hôpital. Il y a environ 1 mois. Ton frère est venu dans cette maison. Tu étais déjà en procédure de divorce. Il est venu déposer des affaires pour Nathalie. Et j'étais le seul ici dans ce patio. Et le garçon. Je ne sais pas si c'était par culpabilité. Ou s'il se doutait déjà de quelque chose sur elle. A craqué devant moi. Éliseo. Juste là, dans cette chaise où tu es assis. Il m'a dit, Don Geronimo. Vous êtes le seul à connaître mon secret. J'ai besoin de vous demander quelque chose. Et j'ai besoin que vous juriez de ne pas me mentir. Et il m'a demandé. Si je croyais au miracle. Juste comme ça. Avec ces mots. Un homme de 37 ans me demandant ça avec une voix d'enfant. J'ai répondu la seule chose que je pouvais répondre. Mon garçon. On croit au miracle quand ça nous arrange. Quand ça ne nous arrange pas. On appelle ça des mensonges. Il a gardé le silence pendant un long moment. Et avant de partir, il m'a laissé cette enveloppe. Gardez-la pour moi, a-t-il dit. Si un jour mon frère vient dans cette maison pour me chercher. Donnez-la lui. Il saura quoi faire. Je n'ai pas le courage de la lui donner moi-même. Il m'a tendu l'enveloppe. Mon nom y était écrit de la main d'Ulysse. Cette écriture tordue, que je connaissais de ses cahiers d'école, que je lui achetais moi-même. Je l'ai ouverte dans le patio. Avec Don Geronimo qui regardait ses plantes, pour me donner de l'intimité. À l'intérieur, il y avait 2 choses. La première, une courte lettre. Je ne vous la lirai pas en entier, car certaines parties n'appartiennent qu'à moi. Mais je partagerai ce qui est important. Mon frère. Si tu lis ceci. Tu sais déjà ce que je n'ai pas pu te dire. Ni quand j'étais enfant, ni en tant qu'adulte. À propos de la moto, à propos de l'hôpital. Pardonne-moi pour ça d'abord. Parce que c'est là que toutes les choses lâches que j'ai faites ensuite ont commencé. Quand Nathalie m'a dit que j'allais être père. Je savais ce que les médecins avaient dit 20 ans plus tôt. Je le savais, Éliseo. Et j'ai choisi de la croire, elle, et non les papiers. Parce que c'était la seule fois de ma vie. Que la vie me donnait quelque chose en premier. J'ai volé ta maison, ta femme, et même tes enfants, qui n'étaient même pas à moi. Je ne demande pas pardon, pour ce qui n'a pas de pardon. Je te laisse juste la deuxième chose qui est dans cette enveloppe. Pour qu'au moins, ils ne te prennent pas le reste,
aussi. Elle ne sait pas que je l'ai. Quand tu le liras, tu comprendras qu'elle m'utilisait, moi aussi. Ton frère. Qui ne mérite pas ce mot. Et la deuxième, c'était une feuille pliée. Une impression d'une de ces conversations que l'on s'envoie par téléphone, entre Nathalie et une amie de confiance. Ulysse l'avait trouvée des semaines plus tôt, sur une tablette qu'elle laissait souvent à la maison. La maison qui était à moi. Et il avait fait la seule chose utile, qu'il ait faite dans toute cette histoire, la sauvegarder. Je l'ai lue entièrement 2 fois. Et elle était là. Avec des dates. Avec ses propres mots. La carte complète de l'opération. Elle racontait à son ami que le divorce allait être parfait. Parce que, l'idiot ne se battra pour rien. Qu'elle avait déjà mis de côté l'argent qu'elle prenait petit à petit. Les presque 9000 € des transferts de fourmis, qu'Ismaël avait détectés. Qu'elle allait mettre la maison en vente dès que les choses se calmeraient. Parce qu'elle n'avait pas l'intention de rester vivre dans ce quartier pauvre. Et le dernier paragraphe. Celui qui m'a fait poser l'enveloppe sur la table, parce que ma main tremblait. L'ami lui a demandé, « Et Ulysse ? Tu vas vraiment rester avec lui ?» Et Nathalie a répondu textuellement. Avec la froideur de quelqu'un qui planifie un menu, Ulysse, c'est la version temporaire. Il est utile, parce qu'il adore les enfants, et ne pose aucune question. Quand l'autre aura décidé de quitter sa femme, Ulysse retournera chez lui. Et c'est tout. Ce sont des frères. Après tout. Ils se contentent tous les deux de ce qu'on leur donne. Ils se contentent tous les deux de ce qu'on leur donne. J'ai replié la feuille. Je l'ai mise dans l'enveloppe. Et j'ai fixé les plantes de Don Geronimo, pendant un long moment en silence. Comprenant enfin le tableau complet. Nathalie ne m'avait pas trahi avec mon frère. Nathalie nous avait utilisés tous les deux. En série. Comme on utilise des outils. Moi, j'étais la stabilité. Les 40 000 €. Le nom de famille. Et la maison. Ulysse était le pont émotionnel. Le gardien gratuit. L'histoire romantique, pour couvrir l'homme marié qui venait plus tard. Et les jumeaux. Que Dieu me pardonne de le dire ainsi. Les jumeaux étaient le passe-partout. Avec eux, elle s'assurait la pitié de sa famille. Le divorce avantageux. Et le vrai père. Tout en même temps. « Qu'est-ce que tu vas faire, mon fils ?» m'a demandé Don Geronimo, sans me regarder. J'ai mis l'enveloppe dans ma veste. J'ai bu le café froid d'un trait, parce que j'avais soudainement soif. Une soif de plusieurs années. Et j'ai répondu la vérité. Rien. Don Geronimo. J'ai déjà signé ma part. Mais elle a laissé une renonciation signée à toute réclamation future. Et une maison qu'elle prévoit de vendre. Et de l'argent qu'elle prévoit de dépenser. En pensant que personne ne sait comment elle l'a obtenu. Je ne vais rien faire. Je vais la laisser ouvrir des portes. Qu'elle a déjà laissé déverrouiller elle-même. Je vais juste vous demander une faveur. Tout ce que tu voudras. Quand votre fille viendra vous voir en pleurant. Parce qu'elle le fera. Ne lui fermez pas la porte au nez. Les jumeaux ne sont coupables de rien. Mais ne lui facilitez pas le chemin non plus. Cette fois-ci. Laissez Nathalie marcher sur ce qu'elle a semé. Le vieil homme m'a serré l'avant-bras avec sa main rugueuse de chauffeur. Et dans cette pression, il m'a dit tout ce que sa bouche, peu bavarde, ne pouvait pas. Je me suis levé. Et alors que j'étais à la porte du patio, sa voix m'a rattrapé pour la dernière fois, ce matin-là. Éliseo. Ton frère loge dans un motel près de la gare centrale. Il me l'a dit quand il a laissé l'enveloppe. Au cas où tu le chercherais un jour. J'ai hoché la tête, sans rien promettre. Je suis monté dans la voiture. J'ai posé l'enveloppe sur le siège passager, et j'ai conduit. J'ignorais encore que cette même semaine, 2 dernières conversations m'attendaient. L'une avec mon frère, dans une chambre d'hôtel qui sentait la défaite. Et une autre avec Nathalie, qui allait frapper à ma porte pour la dernière fois. Avec son château déjà en flammes. Pour me demander très exactement la seule chose que je n'avais plus à donner. Je suis allé chercher mon frère un mardi après-midi. L'hôtel était l'un de ces motels avec une réception aux vitres rayées, et des couloirs qui sentaient l'enfermement. Ulysse a ouvert la porte, et est resté immobile. Il était maigre. Mal rasé. Avec un lit défait,
et une valise à moitié ouverte dans le coin. L'homme qui avait volé ma maison, vivait dans une chambre louée à la nuit. La vie, messieurs, n'a pas besoin que vous preniez votre revanche. Elle se charge de la monnaie elle-même. J'ai lu ta lettre, lui ai-je dit depuis le pas de la porte. Ses yeux se sont remplis d'eau. Il s'est écarté pour me laisser passer. Et nous sommes restés là. Parce qu'il y a des conversations qu'on ne peut pas avoir en étant assis. Tu sais tout, alors, a-t-il murmuré. Je sais pour la moto. L'hôpital. Les 20 ans de silence. J'ai fait une pause. Et j'ai posé la dernière pièce devant lui. Et je sais que quand elle t'a dit que tu allais être père, tu avais les papiers qui disaient que c'était impossible. Et tu as choisi de me piétiner, plutôt que de lâcher le miracle. Ulysse s'est assis sur le bord du lit, la tête dans les mains. Chaque jour, je me disais, demain, je dirai la vérité. Chaque jour, grand frère. Et chaque jour je la voyais avec son ventre, et je me disais. Et si les médecins s'étaient trompés? Et si Dieu me récompensait, pour ce que j'avais enduré en silence? Je ne suis pas tombé amoureux de ta femme. Élyséo. Je suis tombé amoureux de la seule vie, dans laquelle je n'étais pas celui qui était brisé. Et pour vivre cette vie, tu m'as brisé, moi. Oui. Il a dit oui. Et je l'en ai remercié. Oui. Sans fioriture. Sans justification. Le premier acte de bravoure de mon frère, en 3 ans. Tu es venu pour me frapper? Fais-le. Je te le dois. Je l'ai regardé pendant un long moment. Le garçon à la bicyclette. Le garçon au cahier. L'homme dans le motel. Non. Je suis venu pour te rendre quelque chose. Et je lui ai raconté ce que Don Geronimo m'avait dit. Ce que la conversation de la tablette disait, avec ses propres mots. La version temporaire. Celui qui se contente de ce qu'on lui donne. Je l'ai regardé encaisser chaque phrase, comme des coups qu'il n'esquivait pas, je ne te dis pas ça pour te faire du mal. Je te le dis parce que toi et moi, avons été les outils d'une même main. La différence, c'est que moi, j'ai déjà lâché prise. Lâche prise à ton tour. Tu me pardonnes? Je ne lui ai pas répondu. Et j'ai été honnête. Te pardonner me prendra des années. Si ça arrive un jour. Ce que je fais, c'est te laisser partir. Je ne veux pas te porter, ni comme un frère, ni comme une rancune. Trouve-toi une vie à toi. Ulysse. Une qui ne soit pas empruntée. Et fais soigner cette histoire de culpabilité. Parce que tu l'as laissé te contrôler pendant 20 ans. J'ai laissé la copie des papiers de l'hôpital, que Don Geronimo m'avait donné, sur le lit. Il n'y avait plus de secret à garder. Et je suis parti. Nous nous sommes serrés la main à la porte. Sans accolade. Car les accolades doivent être regagnées. À ce jour, nous nous parlons 2 ou 3 fois par an. De courts appels, du genre, tu vas bien? Ok, prends soin de toi. Ce n'est pas une fraternité. C'est une trêve. C'est suffisant pour le moment. Nathalie a frappé à ma porte un mois plus tard. Je louais un petit appartement près de l'usine. J'ai ouvert, et elle était là. Décoiffée. Avec des cernes. Avec cette fausse humilité, qu'elle endossait quand il ne lui restait plus aucun autre costume. Son château avait complètement brûlé. Et je savais déjà comment. Parce que les nouvelles vont vite. L'homme marié. Le vrai père des jumeaux. A choisi sa femme, et l'a renié complètement. Il s'avérait qu'il lui avait menti à elle aussi. Et quand elle l'a pressé avec son « tu me dois bien ça », le gars lui a montré des dents d'avocat qu'elle n'aurait jamais imaginées. La vente de la maison a capoté, quand la banque a détecté les transferts de fourmis. Que j'ai signalé avec Ismaël. Sans la poursuivre en justice. Juste avec une lettre d'information. La renonciation que j'avais signée, couvrait les actifs. Pas la fraude. Et j'ai laissé cette porte juste entr'ouverte, pour qu'elle sache qu'elle existait. Sa famille lui a offert un toit. Mais pas d'applaudissements. Et Ulysse, la version temporaire, ne répondait plus au téléphone. Élyséo, a-t-elle dit. J'ai besoin de te parler des enfants. Je l'ai laissé parler dans le couloir. Je ne l'ai pas invitée à entrer. Elle a parlé pendant 10 minutes. Qu'elle avait fait une erreur.
Que la vie la punissait trop. Que les jumeaux avaient besoin d'une figure paternelle. Que j'avais toujours été le seul à l'aimer vraiment. Que nous pourrions recommencer en tant qu'amis. Et que si je l'aidais ne serait-ce qu'un peu le temps qu'elle s'installe, elle saurait m'en être reconnaissante. Elle était là. La seule chose que je n'avais plus à donner. Encore une fois, ma vie au service de la sienne. Quand elle a fini. J'ai répondu sans élever la voix. Car il ne restait rien en moi qui avait besoin de crier. Nathalie. Pendant 9 ans, j'ai porté une culpabilité qui était la tienne. Tu m'as laissé croire que j'étais le problème, en connaissant la vérité. Tu m'as demandé 6 000 € pour un traitement qui n'existait pas enceinte de l'enfant d'un autre homme. Tu as pris ma maison, ma voiture. Et même le droit de pleurer des enfants que j'ai appris à aimer, avant de savoir qu'ils n'étaient pas à moi. Et quand tout s'est effondré. Tu es venu ici. Non pas parce que tu m'aimes. Mais parce que je suis le dernier tiroir qu'il te reste à ouvrir. Il est vide, Nathalie. Tu l'as vidé. Alors, tu vas me tourner le dos? Toi, qui es si bon? Je vais te donner très exactement ce que tu m'as donné quand ton père t'a demandé si tu le savais déjà. Le silence. Et j'ai attrapé la poignée de la porte. Les jumeaux ne manqueront de rien de ce que je peux leur donner en tant qu'être humain. Si un jour ils me cherchent, quand ils seront plus grands. Il ne t'appartient plus de gérer ça non plus. Bonne chance. J'ai fermé la porte. Et je jure, que de l'autre côté, je n'ai ressenti aucune colère. Aucune pitié. Pas même la tentation de l'ouvrir à nouveau. J'ai ressenti le silence le plus pur de ma vie. C'était il y a quelque temps. Je vais vous dire comment tout cela se termine. Parce que les histoires vraies ne s'arrêtent pas à la porte fermée. Elles se terminent dans ce que vous construisez après. Je suis toujours à l'usine. Maintenant en tant que superviseur d'équipe. J'ai fini de rembourser le prêt de 6 000 €. Et le jour du dernier paiement, je me suis acheté une canne à pêche. Celle qui était censée servir à enseigner à un fils. Et j'ai appris à l'utiliser moi-même. Le dimanche. En silence. Et c'est bien comme ça. Don Geronimo et Nelia m'invitent toujours à manger, une fois par mois. Le vieil homme dit qu'hier, il n'y en avait qu'un. Et cette loyauté que personne ne me devait, m'a réconcilié avec beaucoup de choses. Nathalie vit avec ses parents. Elle travaille à nouveau dans une pharmacie. Et chaque jour, elle supporte le regard d'une ville qui connaît déjà toute l'histoire. Les jumeaux grandissent en bonne santé. Ils ne portent ni mon sang, ni mon nom de famille. Mais parfois, je leur envoie une boîte de couches. De petites chaussures. Sans nom, et sans reçu. Pas pour elles. Pour eux. Qui sont venus au monde sans rien signer. Et vous savez ce que les gens me répètent le plus, quand ils connaissent mon histoire? Éliseo, tu as manqué de vengeance. Et je réponds toujours la même chose, la vengeance est un travail à plein temps, avec l'amertume pour seul salaire. J'ai déjà travaillé trop d'années gratuitement pour cette femme. Je n'allais pas lui donner ma paix en plus. Si j'ai appris quelque chose en ces 9 ans, et lors de son effondrement, c'est ceci. Et j'aimerais que vous l'emportiez avec vous aujourd'hui, un mensonge est une maison qui se construit rapidement, et qu'on paie toute sa vie. La vérité, en revanche, prend du temps. Elle marche lentement. Parfois, elle prend 20 ans. Et elle a besoin d'un vieil homme taiseux pour ouvrir une boîte en fer blanc. Mais quand elle arrive, elle ne sonne pas à la porte. Elle la défonce. Et le silence d'un homme digne n'est pas une faiblesse. C'est un homme qui compte les heures jusqu'au moment exact. Et maintenant, je veux vous demander, à vous qui m'avez accompagné jusqu'ici, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous signé le divorce en silence comme je l'ai fait? Ou vous seriez-vous battu avec tout ce que vous aviez? Et auriez-vous pardonné à votre frère? Écrivez-le-moi dans les commentaires. Je lis chacun de vos messages. Et j'apprends de vos histoires, autant que vous apprenez de la mienne.